Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont reçu le rapport annuel du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Dans le cadre de la célébration de la 7e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, les Maliens se sont prononcés sur la problématique qui fragilise tous les secteurs d'activité. En Libye, le Haut Conseil d'État adopte la feuille de route pour les élections. Merci d'avoir choisi Nieta TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a restitué hier à la primature son rapport annuel au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et aux membres du gouvernement. C'était en présence du coordinateur général du SINCER, Maître Amadou Tcheoulé Diarra, et de ses collaborateurs. Cette rencontre intervient suite à la remise de ce rapport au président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le 8 mai 2023. Le document fait état de la mise en œuvre des recommandations des ARN pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars dernier. Ce rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations des ANR pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars dernier. Le document rappelle que le cadre stratégique de la refondation de l'État, structuré en 5 axes stratégiques, comprend 517 recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Traduites en action par le gouvernement, ces recommandations se répartissent en 3 catégories. Il s'agit des actions prioritaires qui sont au nombre de 55, des actions prioritaires complémentaires 153 et des actions non prioritaires pour la période de la transition 309. En termes de bilan, dira le rapporteur du SINCER, sur les 55 actions prioritaires, 12 sont totalement réalisées, soit 21,82%. Elles concernent notamment la recomposition du Conseil national de transition, conformément à la charte de la transition, la relecture de la loi électorale, le choix de l'échelon région ou cercle comme circonscription électorale des législatives. Dr Bougouna Sogoba a précisé que 33 des actions prioritaires sont en cours de réalisation et 9 non encore commencées. Il dira que sur les 153 actions prioritaires complémentaires, une seule est totalement réalisée. Cette action concerne la réorganisation du territoire. Les actions du cadre stratégique de la refondation de l'État qui sont non prioritaires pour la période de la transition sont au nombre de 309, dont 4 sont totalement réalisées. Il s'agit de l'instauration de la semaine de la paix et du dialogue au Mali, de la création d'une société étatique d'exploitation minière, de la transformation de la Direction nationale des eaux et forêts en Direction générale des eaux et forêts et de la création d'un département ministériel dédié exclusivement à l'entrepreneuriat. Le rapporteur a indiqué que les indicateurs qui sont prévalus à ces résultats sont ceux du processus, de résultats, d'impact ou d'effet. Dans son discours d'introduction, le coordinateur général du SINCER ANR a mis l'accent sur la défense, la diplomatie et le développement. À ces propos, Maître Amadou Tcheoulé Diarra a laissé entendre que les performances atteintes en matière de la défense et de la diplomatie se passent. 2 commentaires. La nouvelle architecture gouvernementale montre que votre équipe va entamer très prochainement le volet développement, a-t-il lancé à l'endroit du Premier ministre. Il lui a aussi demandé de s'impliquer pour que les responsables des départements ministériels coopèrent davantage avec sa structure pour la réalisation de notre idéal populaire de société. Dans les échanges, les membres du gouvernement ont félicité la qualité du rapport du comité indépendant de suivi d'évaluation. Cependant, ils ont mis un bémol dans l'utilisation des indicateurs de résultats et d'effets pour les actions prioritaires non complémentaires.
Sur ce sujet, les autorités ont rappelé s'être engagées à commencer ces actions pendant la transition. Nous savons que le temps que nous avons ne nous permet de les réaliser entièrement. Donc, pour nous, c'est un indicateur de processus qui doit être là, a déclaré le ministre de l'économie et des finances Aluceni Sanou. De son côté, Dr Shogel Kokala Maïga a rappelé que parmi les 517 recommandations des ANR, le gouvernement a identifié 55 actions prioritaires qui doivent être réalisées pendant la période transitoire. Il dira que les 153 actions prioritaires complémentaires doivent commencer au moins pendant la transition, ajoutant que les 309 autres, qui sont les souhaits des Maliens, demandent plus de temps. Le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à faire tout pour qu'à la fin de la transition, les Maliens soient satisfaits de leur gestion. Dr Shogel Kokala Maïga a par ailleurs félicité la défense et la diplomatie de notre pays. Pour lui, ce qui nous reste maintenant est le problème de développement, soulignant que sur la durée, c'est l'économie qui tient. Aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur cela, a annoncé le patron de l'administration malienne, avant de rappeler les citoyens à comprendre que le développement de notre pays viendra de nous-mêmes. Cela est d'autant plus vrai qu'aucun pays ne peut se développer avec de l'aide, a insisté Dr Shogel Kokala Maïga. Selon le Premier ministre, la bonne tenue des finances publiques nous a permis de retrouver notre souveraineté. On a un nouveau leader qui a une nouvelle vision, aidons-le à réussir sa mission. C'est cela notre mission historique, a-t-il invité. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer, a accueilli 149 de nos compatriotes qui sont volontairement rentrés du Niger. Ce mardi, ce vol est le deuxième sur une série de 6 qui permettront à près de 700 compatriotes de rentrer au Berkaya. Après leur avoir souhaité la bienvenue, le ministre a personnellement accompagné nos compatriotes de l'aéroport à la cité des Maliens de l'extérieur, à Niamakoro cité UNICEF. Il les a également rassurés de l'accompagnement du gouvernement et de nos partenaires dans le cadre de leur processus de réintégration. Concernant la situation de nos compatriotes en Tunisie, Moussa Ag Attayer a assuré que le gouvernement suit de près la question, assurant que des dispositions ont été prises à travers l'ambassade du Mali à Tunis. Depuis 1998, l'OIM Mali est aux côtés du gouvernement et en partenariat avec les agences des Nations Unies, les organisations internationales et celles de la société civile pour promouvoir une migration sûre, régulière et ordonnée. Selon la représentante de l'organisation, les opérations de l'OIM Mali sont guidés par sa stratégie pays de 2021 à 2024, axée autour de 3 piliers qui sont la résilience, la mobilité et la gouvernance des migratoires. Vanessa Florence Lege a souligné que c'est dans le cadre du deuxième pilier que s'inscrit ce programme de retour des migrants. Ces ressortissants maliens bénéficieront du programme d'assistance et de protection des migrants en situation de vulnérabilité qui comprend notamment l'aide au retour volontaire, l'identification des besoins primaires et le soutien sanitaire et psychosocial. Depuis le début de l'année, l'OIM Mali et ses partenaires ont facilité le retour volontaire de 3067 ressortissants maliens, dont 1924 du Niger. Dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet de chaque année, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a organisé une conférence en partenariat avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Cette 7e édition est placée sous le thème « La Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption, 20 ans après réalisation et perspective ». Le thème retenu pour la 7e édition de cette journée est la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 20 ans après, réalisations et perspectives. Madame Sanogo Aminata Malé est revenue sur les impacts négatifs de la corruption sur la société. En effet, selon elle, ces fléaux compromettent le développement social et économique et sapent les institutions démocratiques et l'état des droits. Selon la Banque africaine de développement, la
La corruption cause à elle seule une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB de l'Afrique, a rapporté Mme Sanogo Aminata Mali. Pour la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette journée est l'occasion pour les Africains de jeter un regard rétrospectif sur la lutte contre la corruption dans leur communauté. En organisant cet atelier, dira-t-elle, l'objectif recherché par le CLEI est de sensibiliser enseignants et futurs cadres de notre pays sur les conséquences néfastes des pratiques corruptives dans le milieu scolaire et estudiantin, mais surtout sur l'économie de notre pays. Le président de l'UCLEI, Moumouni Guindo, a rappelé que cette journée a été instituée par l'Union africaine en 2017. Il soulignera que la corruption et l'enrichissement illicite sont corrélés, nocifs et pernicieux, dangereux et graves, et que leur faux tranchant il n'épargne aucun secteur ni aucune couche. Selon le groupe de travail de l'Union africaine dit groupe de haut niveau Thabo Mbeki, l'Afrique perd au moins 15 milliards de dollars par an du fait des transactions illégales, a déclaré Moumouni Guindo. Et de soutenir qu'au Mali, une recherche publiée en 2020 a évalué à 1266 milliards de francs CFA les pertes financières et les gaspillages subis par l'État de 2005 à 2019. Aussi a-t-il confirmé qu'un rapport d'étude de l'UCLEI montre que les fonds illicites sont dissimulés dans l'immobilier, les métaux précieux, les valeurs mobilières et les dépôts à terme dans les banques au Mali ainsi qu'à l'extérieur. Se prononçant sur les causes de la corruption, le président de l'UCLEI a rappelé qu'une autre étude publiée par sa structure en 2018 dévoile que la corruption et l'enrichissement illicite des agents publics sont dus à des causes institutionnelles, législatives, réglementaires et économiques. Le vice-recteur de l'USJPB a exprimé que c'est un honneur pour leur département d'accueillir cette journée à travers cet atelier afin de développer leur partenariat avec l'UCLEI autour des intérêts communs. Mardi 11 juillet 2023, la journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée comme à l'accoutumère dans plusieurs États africains. Dans cette optique, les citoyens maliens nous partagent leurs avis sur la corruption, les conséquences de ce phénomène sur l'économie malienne et par la même occasion, ils envisagent des solutions afin de mettre fin à cette pratique. Dada Doukouré et Mounir Djiré. La corruption connue de tous est une mauvaise pratique présente dans plusieurs structures étatiques comme privées, ce qui fait qu'elle a d'énormes conséquences sur l'économie malienne. La corruption, pour un État, pour une personne, c'est la plus mauvaise qu'il faut éviter et qui, en réalité, ne fait que nuire. La corruption ne fait que dégrader l'État, ne fait que faire en sorte que l'économie de l'État aille en baisse. La corruption a existé depuis la nuit des temps. Mais au Mali, on en parle, chaque fois on en parle, c'est depuis les régimes, on a parlé de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, on en parle, mais la corruption c'est le détournement de l'argent, ce n'est autre chose que ça. Les gens, vous savez, dans le service, quand on nomme quelqu'un, les gens, au lieu de faire face aux problèmes du pays, les gens se servent en réalité. Au lieu de servir le pays, les gens se servent. Dans un pays où il y a la corruption, ce pays ne peut pas se développer. Ça freine le développement. Et vous savez que quand il n'y a pas de développement, quand il y a la corruption, c'est source aussi de conflits. C'est de cela que nous sommes confrontés aujourd'hui. Aujourd'hui, l'une des épines de notre pays aujourd'hui, c'est la corruption. La corruption, c'est la perversion ou le détournement, c'est-à-dire d'un bien, c'est-à-dire sans passer par les voies normales. Ça, c'est la corruption. De faire détourner quelque chose que tu ne mérites pas, qui ne t'appartient pas. Ça défavorise l'économie, ça appauvrit l'économie. Et le développement aussi, ça freine le développement. La corruption, c'est un fléau. C'est un mal qui gangrène notre société. En réalité, il y a deux types de corruption. Il y a la corruption, la petite corruption et la grande corruption. La petite corruption, c'est déjà les triches, la tricherie qu'on a déjà dans les écoles, dans les familles, voler les 5 francs, 10 francs des mamans, des papas, c'est déjà la base. Les choses commencent par là déjà. Et c'est quand on n'arrête pas ces genres de choses que ça va jusqu'à la grande corruption.
La grande corruption, c'est quand on rentre dans les administrations, quand on rentre dans les grandes affaires. Signer un papier à une société qui ne mérite pas, c'est déjà grave. Donc tout ça, c'est très grave pour le pays, c'est très grave pour l'économie malienne. Des solutions sont envisagées par les citoyens afin de mettre fin à ce phénomène. Il faut des solutions. Par exemple, mettre les gens dans les conditions qui les empêchent en réalité d'être corrompus et d'aller à eux par des corrupteurs. Pour empêcher la corruption, faisons en sorte qu'il y ait des dirigeants non corrompus et des dirigeants engagés pour surtout leur collectivité, l'État et pour tout le monde. Quand on punit, donner de l'exemple, qu'on voie, qu'on chasse, que ceux qui ont été corrompus et ceux qui ont corrompu les deux ont été punis, je crois bien que ça évitera beaucoup la corruption. La solution, c'est de créer des emplois. Non seulement créer des emplois, mais aussi essayer de revoir les salaires à la hausse. Sinon, tant qu'on fait les salaires à la hausse, tant qu'on ne crée pas d'emplois, je crois que les gens vont toujours continuer à faire la corruption. La première des choses, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu crains Allah, tu peux s'abstenir à beaucoup de choses. Un corrupteur, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du bon Dieu. Quand tu as peur du bon Dieu, tu ne vas pas prendre un bien qui ne t'appartient pas. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est de vivre selon tes propres moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. C'est ce qui amène beaucoup de gens d'aller vers la corruption. La corruption commence depuis la famille. Les jeunes là, les gens prennent ça depuis la famille. C'est question d'éducation de base. Quelqu'un qui a été éduqué depuis la famille à ne pas toucher au bien d'autrui, quel que soit l'endroit où il sera, il ne le fera pas. Donc la solution, il faut revoir l'éducation familiale. Le tissu social, le tissu de base qui est la famille, il faut revoir ça. Il faudrait que les parents commencent déjà à éduquer les enfants à ne pas user des biens d'autrui. La solution, c'est au niveau de la cellule familiale. La solution, c'est dans les écoles. À partir de l'école fondamentale jusqu'au supérieur, la solution c'est là-bas. Qu'on essaie au moins d'inculquer une autre manière de faire aux citoyens. Au Mali, plusieurs structures ont été mises en place afin de lutter contre la corruption, telles que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, créé par l'État, et l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière de la société civile. Le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe de 9,938 milliards de francs CFA pour les cotonculteurs pour les aider à faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. À cet effet, le directeur de la production agricole de la compagnie malienne pour le développement des textiles a dévoilé les modalités de répartition de la subvention. Au cours de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture, le chef de l'État a décidé de mettre à la disposition des cotonculteurs une enveloppe de 9,938 milliards de francs CFA en vue de les aider à faire face aux conséquences des sinistres et de l'invasion des jacides. Depuis cette annonce, les supputations vont bon train, notamment sur la clé de répartition de cette manne financière qui, selon certains dires, serait destinée à l'ensemble des cotonculteurs. Pour couper court à ces rumeurs, le directeur de la production agricole a rencontré la presse le jeudi dernier. Selon Moro Diakité, l'encadrement de la CMDT sous le leadership de son PDG Dr Nango Damele avait pris soin de recenser depuis septembre 2022 125 971 hectares de superficie perdue, soit 33 241 au niveau de la filiale de Sikasso, 27 245 à Kouchala, 20 035 à Kita, 18 245 à Bougouni, 12 235 à Fana et 4 970 dans la zone office du Niger. Ainsi, dans les proportions de leur superficie affectée, seuls les cotonculteurs sinistrés ou victimes de l'attaque des jacides seront bénéficiaires de cette subvention spéciale. Et de préciser que la modalité de paiement aux producteurs sinistrés consiste à leur rembourser la valeur des intrants utilisés sur les superficies abandonnées pour ceux d'entre eux qui avaient totalement payé à la CMDT et à déduire les montants dus des impayés pour ceux
que les sinistrés ont empêché de rembourser leur crédit de la campagne écoulée à cause. En somme, seuls les cotonculteurs ayant perdu des superficies vont bénéficier de cette somme. En attendant, la dite somme n'a pas encore été mise à la disposition de la CMDT selon son directeur de production agricole, qui promet toutefois de rapprocher l'État pour la mobilisation de la manne.